Ainsi, la confiture de Meghan Markle n'est pas la seule chose qui ne se déroule pas comme prévu, car au Royaume-Uni, William a physiquement empêché son père de céder à Camilla l'une des résidences les plus symboliquement importantes de la monarchie. Et sa manière de procéder était si directe et si lourde de conséquences constitutionnelles que la famille cherche encore à en saisir toutes les implications. Le document était déjà sur la table. Le roi Charles avait choisi la résidence, approuvé le transfert et était sur le point de signer pour conférer à Camilla le contrôle permanent. Mais avant même que la signature ne soit apposée, William entra dans la pièce et bloqua la décision. Sans un murmure, sans une note tardive, sans une simple demande de reconsidération, le futur roi déclara qu'aucune résidence royale ne serait cédée sans un vote formel. Et honnêtement, le simple fait qu'il ait dû le dire ouvertement en dit long sur l'avancement de ce plan. Avant de démêler toute cette affaire, si vous vous intéressez aux analyses approfondies de la famille royale, où nous examinons les documents et la chronologie, plutôt que de nous contenter des gros titres, abonnez-vous à Crown Watch pour ne rien manquer. Charles s'attendait à des questions. Il s'attendait probablement à des réticences, mais il ne s'attendait pas à ce que son fils entre et pose physiquement sa main sur l'autorisation non signée. Le geste était calme, ce qui le rend d'autant plus brutal. William ne demandait pas à son père de reconsidérer sa décision, il l'en empêchait. Charles baissa les yeux sur la main de son fils posée sur le document, puis leva les yeux sans rien dire. Il avait sincèrement cru que son autorité de roi réglerait la question. Au lieu de cela, le prince avait tracé une ligne sur le document. Camilla n'a rien su jusqu'à ce qu'une aide la trouve dans le couloir. Elle avait déjà discuté du personnel, des rénovations, du fonctionnement de la maison royale. Dans son esprit, tout se déroulait comme prévu. Puis elle apprit que William avait bloqué la mutation. La reine consort s'arrêta net, congédia son aide, entra dans une pièce et ferma la porte sans un mot. L'humiliation précéda la colère, et ce détail est important, car il explique tout ce qu'elle a fait par la suite. William n'était pas seulement porteur d'une objection lorsqu'il est entré dans cette pièce. Il a présenté un exposé constitutionnel, un document officiel expliquant les limites juridiques et financières des décisions royales. Le compte-rendu indiquait qu'un contrôle permanent ne pouvait être accordé à titre privé tant que les coûts de sécurité, d'entretien et de cérémonie resteraient à la charge de la couronne. Ce transfert aurait des répercussions sur les règnes futurs et l'autorité du prochain souverain. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui pouvait vivre où, mais aussi de savoir qui serait contraint de payer pour cette décision dans plusieurs décennies. Le silence était désormais impossible. Anne n'avait pas été informée. Plusieurs membres de la famille, dont l'approbation serait nécessaire à Charles, avaient été tenus dans l'ignorance. Seul un cercle restreint avait eu connaissance de l'autorisation. Et William craignait que le secret ait été essentiel au plan. Un choix de mots révélateur, car il suggère que la décision n'avait pas seulement été prise à la hâte, mais qu'elle avait été protégée de toute contestation. Si le transfert était simple et manifestement approprié, pourquoi avait-il été mené avec autant de discrétion? C'est là que les choses deviennent étranges. La procédure n'était que la façade. William croyait que la défunte reine avait laissé une promesse précise concernant la résidence, et il avait l'intention de confronter Charles avec ses paroles exactes. Mais avant de pouvoir révéler les exigences du monarque, il dut d'abord affronter la douloureuse vérité sur les raisons pour lesquelles son père tenait tant à offrir la résidence à Camilla. Derrière la querelle autour des murs, des clés et des signatures, se cachaient 3 personnes qui aspiraient à 3 avenirs radicalement différents. Pour Charles, la résidence était la preuve ultime que son épouse était acceptée,
non pas tolérée ni accommodée, mais véritablement acceptée. Camilla, quant à elle, y voyait une protection contre le jour où son mari ne pourrait plus la défendre. William, enfin, considérait ce même bâtiment comme un héritage, non comme un don privé, mais comme un symbole appartenant à la couronne, au-delà de tout mariage, grief ou promesse personnelle. Ce sont là trois interprétations totalement différentes de ce que représente ce même édifice, et aucune n'est entièrement erronée, ce qui rend la situation si complexe. Charles portait la blessure personnelle la plus profonde. Pendant des années, il avait vu Camilla accomplir ses devoirs royaux tout en sentant une certaine résistance autour d'elle. Les foules applaudissaient, les officiels s'inclinaient, pourtant l'acceptation semblait souvent conditionnelle, comme si un simple changement de pouvoir pouvait la rendre à nouveau vulnérable. Lui, céder la résidence serait plus qu'un acte de générosité. Ce serait sa déclaration la plus forte qu'elle n'était pas une figure temporaire auprès du souverain, mais une composante permanente de la monarchie qu'il avait bâtie autour d'elle. Et si l'on comprend ce contexte émotionnel, ces actions prennent tout leur sens. Guillaume comprenait lui aussi cette émotion. Il n'était pas aveugle à elle, mais il craignait le précédent. Le prince savait que tout arrangement privé conclu maintenant pourrait devenir un fardeau durant son propre règne. Un bien royal n'était pas simplement une propriété de valeur. C'était une demeure détenue par la couronne pour un usage officiel, génération après génération. Une fois que les promesses personnelles commenceraient à redéfinir ses limites, le futur roi pensait que chaque limite deviendrait plus facile à franchir. Charles voyait cette résistance comme un rejet de son mariage. Guillaume voyait dans ce transfert la preuve que l'affection avait commencé à l'emporter sur le jugement. Aucun des deux hommes ne pensait trahir l'autre, et pourtant, c'est précisément ce qu'il ressentait. Le roi pensait que son fils avait privilégié la procédure à la famille. L'héritier pensait que son père avait choisi un vœu personnel plutôt que l'institution qu'ils avaient tous deux juré de protéger. Ce n'est pas un malentendu, c'est un conflit de valeurs fondamentales. Camilla était assise seule, un plan préliminaire ouvert devant elle. Elle étudia les pièces marquées, puis plia le document et le remit dans son dossier. Sa colère était réelle, mais une peur sourde la sous-tendait. L'intervention de William avait révélé la vérité qu'elle avait tenté d'ignorer. Sa sécurité ne durerait peut-être que tant que Charles serait assez fort pour la garantir. C'est une situation terrifiante, et cela explique pourquoi cette résidence avait une telle importance à ses yeux, au-delà du simple statut social ou du confort. Catherine avait perçu ce danger avant même que la confrontation ne commence. Lors d'une conversation privée, William admit que défier son père pourrait avoir des conséquences néfastes et durables. Elle ne lui donna pas de conseils. Au lieu de cela, la princesse l'avertit que le silence vaudrait consentement une fois le transfert signé. Ces paroles l'habitèrent lorsqu'il entra dans le bureau. C'est un conseil d'une grande justesse, car il change complètement la perspective. Il ne s'agissait pas de savoir si William souhaitait un conflit, mais plutôt si son inaction le rendrait complice d'une chose qu'il jugeait injuste. Quelques mois auparavant, Charles avait fait une promesse personnelle à Camilla après qu'elle lui eut confié sa crainte de se retrouver sans résidence royale stable. Il l'avait assuré qu'elle en aurait toujours une. Le transfert était sa tentative de tenir cette promesse intime, mais Anne avait compris que William exigeait un vote. Elle avait entendu le même avertissement lors d'une conversation privée enregistrée avec la reine défunte, conversation dont Charles ignorait tout. Et lorsqu'elle ouvrit enfin le compte scellé, le différend familial se transforma en une bataille pour définir les limites ultimes du pouvoir royal. La crise
n'avait pas commencé avec la main de William recouvrant un document. Elle avait débuté des années plus tôt, lors d'une soirée privée à Windsor, lorsque la reine défunte avait convoqué Anne après un dîner de famille tendu. Aucun courtisan n'était resté dans la pièce. Aucune annonce ne suivit. Pourtant, avant le départ de la princesse royale, la monarque avait donné une instruction sans équivoque. Les résidences liées à la fonction souveraine ne devaient jamais servir de récompense pour une loyauté personnelle, quel que soit le souverain. Cette distinction était plus importante que quiconque présent à ce dîner ne l'imaginait. Les résidences royales privées pouvaient être héritées, données ou placées dans les fiducies familiales. Une résidence officielle, c'était différent. Elle existait pour soutenir l'œuvre du souverain. Et son coût, son personnel, sa sécurité et sa vocation cérémonielle s'étendaient bien au-delà d'un seul règne. La reine craignait qu'une fois ses limites s'affaiblies, l'affection personnelle ne se transforme insidieusement en obligation institutionnelle permanente. Anne écouta sans interrompre. Sa mère ne parla pas avec amertume, ni n'attaqua Camilla. Au contraire, la reine demanda à sa fille de se souvenir d'un principe. La générosité ne devait jamais être confondue avec la possession. La princesse royale comprit qu'il ne s'agissait pas d'un conseil anodin. C'était un avertissement en prévision d'une crise future, et cet avertissement s'était déclenché quelques heures plus tôt. Lors d'un dîner au château de Windsor, Camilla avait évoqué l'idée d'établir une maison permanente dans la résidence officielle de la reine. Charles avait répondu sans hésiter. Dès qu'il en aurait l'autorité, il avait promis de s'en assurer. La défunte reine avait tout entendu. Elle posa son verre, regarda son fils droit dans les yeux et mit fin à la conversation avant que quiconque puisse nuancer la promesse qui venait d'être faite. Plus tard dans la soirée, la reine confia à Anne, lors d'une conversation privée enregistrée, que son inquiétude n'était pas liée à une hostilité personnelle envers Camilla. Sa crainte était bien plus profonde. Si les biens royaux devenaient une compensation pour des blessures émotionnelles, alors chaque mesure de réassurance privée pourrait à terme exiger des fonds publics, du personnel permanent et une protection contre les futurs souverains. La monarque réagit immédiatement. Elle dicta un court mémorandum, une instruction écrite officielle conservée à des fins de référence, puis y ajouta une phrase manuscrite. Aucune réattribution permanente de la résidence, écrivit-elle, ne doit avoir lieu sans consultation collective et sans approbation écrite. Cette phrase est éloquente. Le document n'indiquait pas que le transfert était impossible. Il stipulait qu'il ne pouvait se faire discrètement, en secret, sans que personne ne vérifie sa pertinence et qu'une copie certifiée conforme était conservée. Elle ne l'a jamais utilisé du vivant de sa mère, car aucun transfert n'avait encore été tenté. Charles n'a reçu qu'un avertissement général lui enjoignant de laisser la propriété disponible pour les fonctions officielles. On ne lui a jamais dit que la reine avait expressément refusé de la céder définitivement à un conjoint sans vote. Désormais, il était impossible d'ignorer ce document caché. Il l'a donc présenté à William et lui a expliqué son origine par son intermédiaire. Compte rendu documenté de cette conversation à Windsor. Il lut 2 fois la phrase manuscrite, referma le dossier et refusa que les fonctionnaires du palais gèrent la confrontation à sa place. Fort des paroles de la défunte reine, William se dirigea vers le bureau privé de son père, conscient qu'une seule phrase pouvait bloquer la mutation et déchirer la famille. Aucun conseiller ne les empêchait de retourner au bureau du roi. Charles se tenait près du bureau, l'autorisation toujours non signée. Son fils entra, portant le mémorandum de la défunte reine, ferma la porte et plaça la page à côté de l'ordre de mutation. Ce qui suivit
n'était pas une leçon de droit constitutionnel. Ce fut une confrontation entre un père déterminé à protéger son épouse et un héritier refusant d'assumer les conséquences de cette protection. Guillaume prit la parole le premier. Il déclara à Charles que la résidence appartenait à la couronne et non à un mariage ou à un règne en particulier. L'octomine était géré par des structures officielles, ce qui impliquait que son personnel, sa sécurité, son entretien et son rôle cérémoniel étaient rattachés à la monarchie elle-même. Ce transfert dépassait donc le cadre d'un acte privé. Il engagerait les générations futures. Charles ne recula pas. Le roi fit valoir que les souverains avaient toujours exercé une autorité sur les maisons royales. Il insista sur le fait que l'usage permanent du domaine par Camilla ne le soustrairait pas à la couronne. À ses yeux, cet arrangement protégerait à la fois la résidence et son épouse. Il y voyait une garantie de stabilité. William, quant à lui, y voyait un précédent difficilement réversible. Le prince repoussa l'ordre non signé sur le bureau. « On ne peut pas se dessaisir de ce qui nous est confié. » Ouais. J.C. L'expression de Charles changea aussitôt. Il accusa son fils de confondre tutelle et désobéissance. Guillaume répondit que la loyauté n'impliquait pas le silence. Le futur roi refusa d'hériter d'une décision prise sous le coup de l'émotion et ensuite défendue au nom de la tradition. Camilla entra avant que l'un ou l'autre ne puisse poursuivre. Elle avait compris que son avenir se jouait à huis clos et elle refusait d'y rester. La reine consort regarda William droit dans les yeux et lui demanda s'il pensait qu'elle n'avait rien mérité après des années de service. William a choisi ces mots avec soin. Il a déclaré que le service pouvait valoir le respect, la protection et la dignité, mais qu'il ne pouvait conférer un droit de propriété personnelle sur une résidence officielle. Camilla entendit la nuance, mais elle y vit un rejet. Pour elle, il ne défendait pas une règle, il lui rappelait que l'acceptation avait aussi ses limites. Puis William tendit le mémorandum à Charles. Le roi reconnut l'écriture de sa mère avant même d'avoir lu la dernière phrase. Il s'assit lentement, visiblement ébranlé, à la pensée qu'elle avait anticipé ce conflit précis. Le document exigeait une consultation avant toute réaffectation définitive. Charles comprit immédiatement qui l'avait conservé et garda le silence, tandis que ses plans se poursuivaient. Sa colère se tourna vers sa sœur. Il qualifia son silence de trahison. Pourtant, le roi refusa de se rendre. Il laissa le transfert sans signature, mais ordonna que la proposition soit soumise au Conseil des domaines royaux, l'organe chargé des décisions importantes concernant les biens officiels de la famille royale. La signature avait été bloquée, mais le conflit n'était plus privé. Le vote à venir révélerait qui servait le roi, qui servait la couronne, et qui estimait que les deux n'étaient plus synonymes. Une fois la proposition entrée dans la salle du conseil, l'émotion dut se dissimuler derrière un masque de procédure. Tous les sièges étaient occupés. Chaque document était numéroté. Pourtant, sous le vernis formel, se cachait la même question périlleuse. Le roi pouvait-il user de son pouvoir institutionnel pour tenir une promesse personnelle? Charles pensait que l'Assemblée s'en remettrait à lui. William, quant à lui, était convaincu que les instructions de la défunte reine prévaudraient. Camilla savait que l'issue de cette affaire aurait des conséquences bien plus importantes que son lieu de résidence. Charles ouvrit la discussion avec une assurance maîtrisée. Le Conseil des domaines royaux ne pouvait plus être ignoré. Le roi avait encore le droit de proposer cet arrangement, mais un contrôle exclusif et permanent nécessitait une approbation, car les coûts et les conséquences se feraient sentir bien après la fin de son règne. Les positions se formèrent rapidement.
Plusieurs hauts fonctionnaires étaient favorables à un accord renouvelable permettant à Camilla d'occuper la résidence tant que Charles resterait souverain. William et Anne ont rejeté toute formulation suggérant une possession personnelle permanente. Édouard a cherché un compromis, une solution qui protégerait la dignité de la reine consort sans pour autant affaiblir les limites entourant les biens de la couronne. Charles écoutait, tandis que la loyauté commençait à se dissocier de l'obéissance. Chaque orateur s'adressait à lui avec respect, mais aussi avec respect et soutien. Le roi tapota la table du doigt lorsqu'une nouvelle objection fut soulevée. Il remarqua alors que Guillaume observait ce geste et que sa main s'immobilisa. Le futur roi ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Son silence portait le poids de tout ce qui s'était déjà passé entre eux. Anne ouvrit le mémorandum de la défunte reine et commença à lire. La princesse royale garda une voix ferme tout au long de la lecture du texte officiel. Puis, elle arriva à la dernière phrase manuscrite. Elle marqua une pause, déglutit et reprit. La lecture documentée confirmait qu'aucune mutation permanente ne devait avoir lieu sans consultation et sans approbation écrite. Respecter les instructions de sa mère signifiait infliger une profonde douleur à son frère, et elle la ressentait pleinement. L'atmosphère se tendit encore davantage lorsqu'une clause financière fut découverte. Lake Transferred Initial aurait placé les coûts à long terme de rénovation, de personnel et de sécurité sous la responsabilité de l'État, même si Camilla cessait par la suite d'exercer ses fonctions officielles. Ce qui avait été présenté comme un simple arrangement de logement apparaissait désormais comme une obligation permanente imposée au règne futur. C'est ce détail qui change tout. Il ne s'agissait pas seulement de savoir qui recevait les clés, mais aussi qui payerait la facture, potentiellement pour toujours. William a finalement proposé un compromis. Il avait soutenu le droit de Camilla à utiliser pleinement la résidence durant le règne de Charles, avec dignité, protection et soutien domestique. Mais une fois ce règne terminé, la propriété reviendrait automatiquement à la couronne sans restriction. Sa proposition prouvait qu'il ne cherchait pas à l'évincer, mais à empêcher qu'une promesse temporaire ne devienne loi. Le Conseil restait divisé. Charles ne pouvait pas simplement imposer le transfert, mais il pouvait le retirer, l'amender ou le défendre jusqu'au vote final. Un silence de mort s'abattit lorsque le roi prit le document original. Charles était entré dans la salle déterminé à tenir sa promesse, mais la clause cachée dans cette promesse le forçait désormais à choisir entre protéger Camilla et protéger l'autorité qu'il laisserait à Guillaume. La décision parvint à Camilla avant même que la déclaration officielle ne soit rédigée. Elle serait autorisée à utiliser la résidence en tant que reine tant que Charles resterait souverain, mais elle ne deviendrait pas sa propriété royale permanente. Aucun droit futur ne serait garanti. Aucun transfert personnel ne survivrait au règne. La distinction semblait technique sur le papier, mais lorsqu'elle l'entendit prononcer à voix haute, Camilla comprit immédiatement la portée émotionnelle du verdict. Elle pourrait habiter la résidence de la reine, mais elle ne pourrait jamais en devenir propriétaire. Charles avait retiré sa proposition initiale et accepté l'arrangement révisé de William. La reine consort bénéficierait d'une protection complète, d'un personnel dédié et de l'usage de la propriété durant son règne. Mais la propriété et le contrôle futur resteraient entre les mains de la couronne. Ce qui avait été présenté comme une promesse permanente s'était mué en une simple autorisation temporaire, et cette différence avait des conséquences bien plus profondes que n'importe quelle déclaration publique ne pouvait l'admettre. Les répercussions furent immédiates. Les autorités ont gelé les plans de rénovation prévoyant des modifications structurelles permanentes. Les nominations du personnel ont été réexaminées. Les documents
décrivant la résidence comme la future demeure privée de Camilla, furent rappelés et réécrits. Chaque modification rendait la décision plus définitive, car chaque correction effaçait une trace de la certitude que Charles lui avait accordée. Camilla était assise seule, les clés inutilisées posées sur la table. Elle ne les jeta pas. Elle n'appela personne. Lorsque le roi entra, elle le regarda et demanda simplement « Avez-vous jamais eu le pouvoir de le promettre ?» Ça qu'a été tenu. Charles ne put répondre immédiatement. Le silence était pesant. Il finit par admettre qu'il avait promis la sécurité car il voulait effacer des années de rejet et d'insécurité. Le monarque avait cru qu'en lui offrant une résidence royale permanente, il prouverait que personne ne pourrait plus jamais la mettre à l'écart. Camilla l'écouta, puis lui dit qu'une promesse faite sans pouvoir la tenir avait d'abord apporté du réconfort, puis de l'humiliation. William apprit bientôt comment elle avait interprété la situation. Le prince fut informé, lors d'une réunion privée au palais, que Camilla estimait qu'il avait usé de la procédure pour la présenter publiquement comme une femme de passage. Cette accusation le troubla. Il avait protégé l'institution, mais il comprenait désormais qu'une victoire, même sur le papier, pouvait laisser une blessure suffisamment profonde pour empoisonner la famille. Catherine réagit avant que le mal ne soit fait. Dans un message privé, la princesse expliqua que le vote n'avait jamais eu pour but d'écarter Camilla de la vie royale. Elle reconnaissait la cruauté d'appartenir à un système où chaque demeure, chaque titre, chaque privilège pouvait rappeler que l'acceptation avait ses limites légales. Camilla lut le message 2 fois, mais ne répondit pas. Elle demanda plutôt une rencontre privée avec William. Ni Charles, ni conseiller, ni déclaration préparée. Le conseil avait réglé la question des biens, mais à huis clos, William et Camilla allaient décider si la famille pourrait survivre à la signification que chacun y avait attachée. William s'attendait à des réactions hostiles en entrant dans le salon privé. Au lieu de cela, il trouva Camilla debout près d'une cheminée froide, sans aucun document, dossier ou argument préparé. Elle ne lui demanda pas d'annuler le vote. Elle lui demanda s'il avait jamais eu l'intention de lui permettre de se sentir en sécurité au sein de la monarchie. Sa réponse déterminerait si le différend se soldait par une correction constitutionnelle ou s'il se muait en une rupture personnelle que ni Charles ni la couronne ne pourraient réparer. Camilla posa une condition avant de commencer. Rien de ce qui serait dit dans cette pièce ne serait relayé par des secrétaires, des conseillers juridiques ou des communiqués officiels du palais. William accepta. Pour la première fois depuis le début de leur entretien, ils allaient parler sans le jargon institutionnel qui les protégeait de la vérité. William expliqua que sa résistance n'avait jamais eu pour but de bafouer sa dignité. Lorsqu'un souverain utilisait les biens de la couronne pour régler une dette privée, dit-il, le monarque suivant héritait de bien plus que la simple dépense. Il héritait du précédent. Le futur roi serait tenu de défendre une promesse qu'il n'avait jamais faite, financée par une institution qui n'avait jamais été conçue pour servir un seul mariage à perpétuité. Camilla écouta, puis révéla la peur qu'elle avait dissimulée à tous, sauf à Charles. Le déclin de son énergie et l'autorité grandissante de William rendaient l'avenir incertain. La reine consort ignorait quelle serait sa place à la fin du règne, ni si sa sécurité dépendrait de la bienveillance de ceux qui ne l'avaient jamais pleinement acceptée. La résidence royale lui avait offert un refuge face à cette éventualité. William n'a pas minimisé cette crainte. Le prince a admis avoir souvent considéré son rôle comme une réalité politique plutôt qu'humaine. Il s'était concentré sur les règles, les conséquences et l'héritage, négligeant ce que signifiait vivre auprès d'une couronne capable d'offrir un statut prestigieux un jour
et l'incertitude le lendemain. Il ne pouvait lui offrir la propriété d'une résidence officielle, mais il reconnaissait que son avenir ne devait pas dépendre de l'affection ou des allégeances familiales fluctuantes. Il proposa alors une autre solution. William financerait pour Camilla une résidence privée à vie, acquise grâce à des fonds royaux personnels et non à des biens de la couronne. Cela préserverait son indépendance sans engager les futurs souverains, ni priver une résidence officielle de son usage institutionnel. Camilla finit par avouer la vérité. Elle n'avait jamais eu autant besoin de ce bâtiment en particulier que de la preuve qu'elle ne serait pas mise à l'écart. Une fois cette crainte dissipée, elle accepta d'appuyer la décision du Conseil par une déclaration enregistrée au palais. Son acceptation mit fin au prétexte de nouveaux conflits. Guillaume revint auprès de Charles Porteur d'une solution, non d'une victoire. Lorsqu'il lui transmit la réponse de Camilla, le roi comprit enfin que l'obstacle n'avait jamais été la cruauté de son fils, mais le danger dissimulé dans sa propre promesse désespérée. Au matin, la querelle privée avait quitté le palais. Les chaînes de télévision ont interrompu leur programme, les rédacteurs en chef des journaux ont modifié leurs unes prévues, et des foules se sont rassemblées devant Buckingham Palace, divisées entre ceux qui estimaient que William avait humilié la reine et ceux qui voyaient dans son intervention la première preuve que le futur roi privilégierait la retenue constitutionnelle aux pressions familiales. Un document non signé était devenu un test national pour déterminer ce que la monarchie possédait réellement, ce qu'elle gérait simplement et qui elle servait en fin de compte. Les représentants du palais ont réagi promptement. Leur communiqué officiel a confirmé que Camilla conserverait la pleine jouissance de la résidence tant que Charles resterait souverain, mais que la propriété elle-même demeurerait définitivement rattachée à la couronne. Le texte insistait sur la continuité, la responsabilité et l'acceptation unanime de cet arrangement révisé, mais cette explication n'a guère apaisé les tensions. Elle a simplement fourni aux deux camps un nouveau vocabulaire pour alimenter le même conflit passionné. Les commentateurs se sont divisés presque immédiatement. Certains ont décrit William comme un héritier ayant publiquement contesté le monarque régnant. D'autres estimaient que le prince avait agi avec responsabilité en protégeant l'institution dont il hériterait un jour. Certains y voyaient de la désobéissance, d'autres une préparation. Entre ces deux jugements se trouvait une famille déjà meurtrie par ce que le public commençait à peine à comprendre. Charles ouvrit le journal du matin au petit déjeuner et y découvrit le titre qui l'attendait. William bloque l'accord concernant la résidence royale. L'écureuil replia la page vers l'intérieur avant que Camilla ne puisse la voir. Mais elle avait déjà lu chaque mot. Aucun des deux ne parla. Sa tentative de la protéger arriva trop tard. La promesse initiale de Justice avait été tenue. Guillaume, faisant face au tumulte extérieur, entendit, sortant d'un engagement officiel, une voix le félicitait d'avoir protégé la couronne, tandis qu'une autre l'accusait d'avoir humilié son père. Il marqua une brève pause, puis reprit sans répondre. Le devoir ne lui avait apporté aucune victoire éclatante, seulement une décision que chacun interpréterait selon ses propres loyautés. Le moment le plus marquant s'est déroulé près du Victoria Memorial, où un présentateur expliquait que les biens privés de la famille royale pouvaient être hérités, tandis que la résidence officielle restait liée à l'exercice de la fonction royale et à ses règnes futurs. Une femme âgée, dans la foule, brandissait une photo de la reine défunte et déclara « Elle aurait souhaité que les règles survivent au peuple ». Ces paroles se sont répandues plus vite que le communiqué du palais. Camilla mit alors elle-même fin aux spéculations. Dans un message public enregistré,
La reine consort confirma qu'elle acceptait la décision du Conseil et qu'elle avait soutenu la préservation de la résidence pour les futurs souverains. Son intervention empêcha le différend de dégénérer en guerre ouverte entre les factions royales. Charles répondit en invitant William et Camilla à le rejoindre lors de son prochain engagement officiel. Cette apparition n'effacerait pas la blessure, mais elle révélerait s'ils pouvaient rester unis une fois le pouvoir, la peur et la loyauté mises à nu. Le public avait fait entendre sa voix, mais le verdict final de la monarchie ne viendrait ni des gros titres ni des applaudissements. Il viendrait de la manière dont Charles choisit de se tenir aux côtés du fils qu'il avait arrêté. La résolution finale ne prit pas la forme d'une démission spectaculaire, d'un exil ou d'une punition royale. Elle survint lorsque Charles entra dans la réception d'État, Camilla à ses côtés et William un pas derrière. Un bref instant, le roi s'arrêta, se tourna vers son fils et l'invita à s'avancer. Le geste était discret, mais sa signification était sans équivoque. William avait contesté la décision de son père, sans pour autant chercher à prendre sa place. Il avait protégé le lieu lui-même. Charles savait que cet accord avait eu des répercussions sur plus d'une famille. Le Conseil des domaines royaux enregistra la résidence comme propriété de la couronne, susceptible d'être attribuée à un usage particulier, mais jamais transférée définitivement par une simple promesse personnelle non vérifiée. Toute modification future nécessiterait une consultation et un vote écrit, afin d'empêcher qu'un règne ne puisse lier discrètement le suivant. L'avenir de Camilla fut assuré grâce à un contrat de logement à vie financé par les ressources privées de la famille royale. La reine consort conserverait ainsi dignité, indépendance et protection, sans que cela n'impose de charges permanentes au domaine officiel du souverain. Ce compromis lui garantissait la sécurité, mais obligeait également Charles à affronter les conséquences douloureuses de son erreur. Charles s'excusa avant les fiançailles. Il expliqua à Camilla qu'il avait confondu possession et sécurité et admit que son désir de s'assurer de son acceptation l'avait conduit à promettre quelque chose qu'il ne possédait que temporairement. Elle ne le punit pas par la colère. Au contraire, elle dit au roi que l'honnêteté lui avait enfin apporté ce que la résidence n'avait jamais pu lui offrir: la certitude sans illusion. William se tourna ensuite vers son père. Charles confessa que le fait d'être interrompu par son propre héritier lui avait donné l'impression d'une perte d'autorité publique. Le prince répondit que garder le silence aurait engendré une perte encore plus grande par la suite. Le monarque ne se réjouit pas de ces paroles, mais il en accepta la vérité. Guillaume a alors refusé de revendiquer la victoire. Il a demandé qu'aucune déclaration du palais ne décrive le résultat comme son triomphe. Le futur roi insiste sur le fait que le vote du Conseil, les instructions écrites de la défunte reine et le consentement consigné de Camilla légitimaient la décision. Quelques jours plus tard, Camilla pénétra dans la résidence, non pas en tant que propriétaire, mais en tant que personne chargée de sa gestion par la reine. Elle annula les modifications personnelles proposées et demanda qu'une pièce rende hommage à l'histoire des précédents époux. Le verdict fut sans appel. Charles protégea son épouse. Guillaume protégea la couronne. Camilla assura son avenir sans posséder ce qui appartiendrait à ses successeurs. La dévotion personnelle avait été corrigée avant de devenir une loi royale permanente. Et la monarchie en sortit blessée, contrainte, mais toujours debout, car un futur roi eut l'audace de poser la main sur un document et de demander si quelqu'un avait réellement vérifié si cela était autorisé.